Bien, bonsoir à tout le monde. Ce soir, nous sommes très nombreux. J'ai de nouveau le plaisir d'animer et de présenter cette soirée. Et pour recevoir euh, deux personnages exceptionnels que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer en physique, que l'on a eu au sein de l'association l'honneur de recevoir il y a quelques 2 ans de ça, pour une présentation d'un premier opus de film. On en parlera sans doute un petit peu à la fin dans l'actualité. Il s'agit de Thierry Jamin et de Alain Bonnet. Bonsoir Thierry et bonsoir Alain. Bonsoir Eric, bonsoir David, bonsoir Alain, bonsoir Evelyne et bonsoir à tous nos amis internautes qui participent à cette réunion. Alors Thierry, ce soir on est là parce que tu voudrais présenter un nouveau travail que tu as fait en collaboration avec Alain, un travail audiovisuel, et notamment on va dire les premiers résultats, les résultats officiels d'une affaire qui t'est arrivée dans les mains c'était en 2016. Alors je rappelle un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas encore, il y en a peut-être quelques-uns. Tu t'appelles Thierry Jamin, tu es français, tu vis au Pérou, tu as fait tes études en France, en histoire, en archéologie. Arrivé au Pérou, tu as créé un institut, l'Institut Incari Cusco, dont tu es le président, qui est un institut d'archéologie et d'exploration des cités oubliées, et notamment tu t'es spécialisé dans les cités Inca en Amazonie. Est-ce que c'est bien ça, Thierry? Oui, je suis venu habiter au Pérou pour rechercher la présence permanente des Incas en forêt amazonienne et leur principal centre de population, de peuplement que l'on appelle Paititi. C'est la plus ancienne des cités perdues recherchées par les Espagnols, puisque la première exploration, la première expédition sur les traces de Paititi, ici au Pérou, on dit parfois Paititi Eldorado, a commencé en 1534, c'est-à-dire 2 ans à peine après l'invasion espagnole. Alors, c'est pas pour Paititi que ce soir on s'est réunis, c'est pour une autre affaire, une affaire qui t'est tombée un petit peu comme un cheveu dans la soupe en 2016. Comme tu es un institut qui a pignon sur rue, avec des archéologues à l'intérieur de ton institut, un jour, il y a un wakero qui vient te porter une relique qui ressemble, enfin, une momie qui ressemble à Ouais. quelque chose de très bizarre, dont on a dans l'inconscient collectif, ou le conscient collectif plutôt, l'impression qu'il s'agit d'un alien, tout simplement. Et depuis, tu as fait tout un tas de recherches. Alors j'invite les téléspectateurs, hein, à essayer de découvrir sur Internet tout le fil de tout ce que tu as fait depuis 2016. Mais depuis, tu as fait beaucoup de travaux pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ça. On n'était Alors pas les aujourd'hui, seuls, hein. Pardon? On n'était pas les seuls. On Oui. a eu des partenaires à travers Jaime Maussan, le PPDA mexicain et Tercer Milenio et Gaia qui nous ont aidés à financer une grande partie des analyses à travers le monde. Mais les premières Voilà. analyses ont été réalisées par l'Institut Incari grâce aux dons du millier de ululeurs français et québécois, européens, latino-américains, qui nous ont permis donc de lancer ces analyses et qui ont donné l'élan que l'affaire nécessitait justement pour avoir cette transcendance, on va dire, mondiale qu'elle a aujourd'hui. Alors ce soir, tu voudrais nous présenter un peu les conclusions, même si j'imagine que dans ce genre d'affaires,
il n'y a jamais trop de conclusions, mais en tout cas les conclusions de ton, de ton travail. Et puis également, dans une deuxième partie de soirée, on va, on va accueillir Alain Bonnet, avec qui tu voues une amitié de longue date. C'est comme un frère. C'est comme un frère et avec qui tu travailles en collaboration. Lui vit en France, pas loin de Toulouse, et il est chargé euh, de l'audiovisuel, on va dire, de tout ton travail. Oui. Donc, ben, écoute, je te laisse sans plus tarder, je te laisse commencer à présenter ces conclusions. Okay. Ben, je voudrais d'abord remercier Evelyne, Eric et David sur les pas d'Hypatie pour participer, donc pour avoir la chance de participer à cet événement au sujet de cette affaire qui a défrayé la chronique en 2016-2017 et qui a été le centre de l'attention mondiale, on va dire. Cette affaire en relation avec, comme tu l'as dit, Eric, la découverte de ces fameuses momies tridactyles, entre guillemets, rencontrées ou supposément rencontrées dans un site encore inconnu du sud du Pérou, entre les villes de Nazca et de Palpa, par le fameux Mario, ou Leandro Benedicto Sarmiento Rivera, comme en fait c'est son vrai nom. Nous, on l'a appelé Mario parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas son identité. Et comme on commençait à communiquer dans les médias, c'était un peu délicat de dire le chef des pilleurs, le chef des Waqueros, alors qu'à la même époque, on essayait de faire ami-ami avec lui, de retrouver sa trace, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle je l'avais baptisé Mario, puisque j'ai quelques amis qui s'appellent Mario, et donc c'était un Mario de plus, quoi. Et donc, cette affaire des fameuses momies découvertes par Mario. On va continuer quand même à l'appeler Mario, si vous voulez bien. C'est quand même plus court que Leandro Benedicto Sarmiento Rivera. Et alors, découverte réalisée dans le courant de l'année 2015 pour ce que Mario nous a expliqué. Alors, bien sûr, je ne vais pas revenir sur les circonstances de cette découverte, car je pense que la plupart des internautes qui assistent à cette conférence connaissent très bien les faits. Ce sont dans beaucoup d'entre eux des passionnés. Donc, ils connaissent beaucoup de détails de cette histoire. Avant de rentrer dans les résultats, j'aimerais quand même rappeler que l'Institut Inkari, c'est d'abord et avant tout une institution, une ONG sans but lucratif qui a été créée en 2009 et qui est dédiée, comme tu le rappelais, Eric, à la recherche archéologique. Et nous dédions, je ne sais pas si c'est, des fois j'oublie mon français, nous consacrons nos recherches dans le département de Madre de Dios et de Cusco depuis 1998 sur les traces donc de la présence permanente des Incas en forêt amazonienne et de leur principal centre de peuplement, un site connu depuis le XVIe siècle, depuis le début du VIe siècle, sous le nom de Paititi. Paititi, une ville perdue, la reine des cités perdues sud-américaines. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon il y a Alain qui va me dire « Thierry, on ne fait pas une conférence sur Paititi, tu vas la fesser. » Mais quand même, on a, grâce à ces dernières années, à travers l'Institut Inkari, on a eu la chance, l'honneur, le privilège
de découvrir au nom de la science et d'enregistrer au ministère de la Culture une trentaine de sites archéologiques magnifiques dont on voit quelques images et qui nous ont conduits vers le nord du département de Cusco, un peu comme les cailloux du Petit Poucet, vers un site monumental, un site principal, caché quelque part dans le sanctuaire national de Megantoni. Et à partir de 2010, on a à peu près localisé la zone où se cachait ce site grâce à des contacts qu'on a, des contacts natifs, Matsiganga, dans le sanctuaire de Megantoni. Et en 2012, on a pu localiser ce fameux site. Dans quelques jours, j'en profite pour dire à nos amis internautes, nous allons diffuser des images exclusives, jamais diffusées dans aucune télévision, etc. Les images de la très probable localisation de Paititi. Ce sera dimanche soir sur la chaîne nationale mexicaine Hamas et Tercer Milenio. Ce sera mardi prochain avec nos amis de Nurea TV et dans les jours suivants, on diffusera sur tous les réseaux sociaux un reportage un petit peu plus long destiné aux Péruviens pour attirer leur attention et attirer l'attention surtout des nouveaux responsables politiques du Pérou sur la nécessité d'officialiser la découverte de Paititi. 2021, c'est le bicentenaire de l'indépendance du Pérou, donc une grande opportunité pour officialiser, pour donner au patrimoine péruvien et au patrimoine mondial de l'humanité ce grand site qui est en danger de destruction. Ça aussi, on va le dénoncer. Donc, ce que je voulais dire surtout, c'est que à travers, alors là, c'est toujours des sites que l'on a découverts dans le département de Cusco. Et donc, pour dire qu'à l'Institut Incarie, on fait de la recherche archéologique et rien que de la recherche archéologique. Et donc, lorsque, en octobre 2016, le fameux Paul Roncero est venu nous voir avec les fameuses quelques objets biologiques momifiés, avec une histoire incroyable. On voit deux des trois objets qu'il nous avait montrés. Eh bien, Paul Roncero nous avait demandé notre aide et pour faire connaître cette histoire et éviter qu'elle ne soit éventuellement cachée, dissimulée par des officiels, quoi. Donc aujourd'hui, après plus de 4 ans de recherche, nous allons voir ce que nous savons pratiquement de manière certaine sur ces fameuses momies. Alors nous savons qu'il s'agit d'un sujet très controversé. Nous savons également que de nombreux détracteurs considèrent qu'il s'agit d'une escroquerie. La plupart de ces détracteurs ne se donnent même pas la peine, bien sûr, d'étudier les faits ou les résultats. La plupart d'entre eux, à 90% d'ailleurs, sont des personnes anonymes, donc c'est très facile d'attaquer. Et d'autres disent que moi, Thierry Jamin, je suis aux sources de cette escroquerie et que je suis le roi des escrocs, que j'aurais manipulé, manigancé toute cette affaire. À ces personnes, j'aimerais dire, à ces détracteurs, j'aimerais dire qu'à l'Institut Incarie, il n'y a pas de biologiste, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de généticien, etc. Et donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on a décidé de se lancer dans cette histoire, parce qu'on était convaincu qu'il y avait une possibilité que ce soit une affaire authentique, eh bien, nous avons alors sollicité l'opinion et le professionnalisme d'une multitude de spécialistes. Ici, au Pérou,
mais également dans de nombreux pays à travers le monde. Nous voulions savoir, comme tous ceux qui assistent aujourd'hui à cette conférence et au-delà, nous voulions savoir s'il s'agissait d'une fraude ou bien d'une affaire authentique. Les conclusions qui ont été apportées à ces analyses nombreuses en 2019 et 2018, eh bien, ces conclusions ont été formulées non pas par Thierry Jamin et sa clique, mais par des spécialistes. Donc, les résultats que je vais communiquer, ce n'est pas les résultats de Jamin, mais d'une armée de spécialistes à travers le monde qui sont arrivés à ces conclusions, en sachant, mais on y reviendra à la toute fin, que les analyses continuent. Je voudrais vraiment insister sur ce point parce que nous avons reçu, Alain et moi, de nombreuses attaques de la part de détracteurs pseudo-scientifiques, très généralement pédants, imbus d'eux-mêmes, et pour ne pas dire des crétins, des idiots qui, sans même se donner la peine de rechercher un petit peu dans les détails, crient haut et fort qu'il s'agit d'une fraude. Ils insultent, ils accusent sans rien savoir. Voilà. Donc, avec ce petit exposé, ça c'est simplement l'introduction. Je vais donc exposer des résultats bruts et les conclusions de ces spécialistes. Après, dans un second temps, j'aimerais prendre 1 ou 2 minutes pour donner l'opinion personnelle, mon opinion personnelle et le ressenti des membres de l'Institut Inqari en ce qui concerne cette affaire bien compliquée, il faut bien le reconnaître, et encore une fois très controversée. Alors, concernant les résultats, comme vous le savez, nous avons organisé le 6 novembre 2019 à l'Université nationale Saint-Louis-Gonzaga de Ica, avec le congressiste Armando Villanueva Mercado en novembre 2018 au Congrès de la République du Pérou. Nous avons organisé plusieurs conférences au cours desquelles nous avons présenté les résultats de ces 3 ans et demi d'études et d'analyses. Et ceci en collaboration avec le journaliste mexicain Jaime Maussan, de la société de production Tercer Milenio, le canal de télévision privé nord-américain Gaia, et à cette occasion, je peux également citer le journaliste liménien Joyce Mantilla, qui a suivi avec beaucoup de professionnalisme et d'enthousiasme cette affaire des momies tridactyles de Nazca depuis avril 2017. L'Institut Inqari, depuis que nous avons décidé d'enquêter sur ce cas, nous avions 2 objectifs principaux. Oui, ça c'est mes camarades de Tercer Milenio et de Gaia. Nous avions donc, à travers l'Institut Inqari, 2 objectifs principaux. Le premier objectif, c'était de diffuser l'information pour que personne ne puisse la kidnapper, la cacher. À partir du moment où, avec mes amis d'Inqari et avec Alain, bien sûr, qui fait partie d'Inqari, à partir du moment où nous avons considéré que le cas paraissait sérieux, nous nous sommes dit qu'il fallait tout faire pour le diffuser. Et c'est ainsi que nous avons accepté de travailler à partir d'avril 2017 avec Joyce Mantilla, Jaime Maussan et avec nos amis de Gaia. Ensuite,
Deuxième point, nous voulions enquêter sur ce cas et déterminer s'il s'agissait de momies authentiques ou bien de momies, de fausses momies, de faux corps, dans le cadre d'un trafic international d'objets précolombiens, comme on sait qu'ils existent. Le désert de Nazca, c'est en effet, dans tous les cas, la zone Nazca-Palpa, c'est la zone au monde la plus pillée, avec à peu près 40 000 objets précolombiens qui sortent du pays chaque année. Il y a quelques années, j'avais participé comme conseiller à un documentaire sur Canal+, qui justement dénonçait les trafics entre le Pérou et l'Europe. Et on avait vu qu'il y avait 40 000 pièces archéologiques, alors des tissus, des céramiques, des momies, etc., qui quittaient le pays chaque année. Le Pérou, le pays le plus volé au monde, au niveau de ses biens culturels. Et donc, il pouvait très bien s'agir de ce cas. Il y avait une possibilité que ce soit le cas. Et dans ce sens, l'Institut Inkari avait adressé en janvier 2017 au ministre de la Culture une lettre pour attirer son attention, l'attention des autorités péruviennes, donc sur la possibilité de pillage de zones archéologiques dans la région de Nazca. Et quelques mois plus tard, alors c'est la lettre de droite, j'avais adressé un courrier au président de la République de l'époque, Pedro Pablo Kuczynski, pour attirer son attention sur les risques de saccage, de pillage de trésors archéologiques. Mais bon, également, à Inkari, nous nous étions dit que s'il y avait une seule probabilité sur 1 million que cette affaire soit réelle, eh bien dans ce cas, ça valait la peine de faire des recherches, d'investiguer, vu les implications multiples et infinies à tous les niveaux que pouvait générer ce type de découverte. Et c'est donc ainsi que pendant plusieurs années, avec mes amis de Tertiaire Millenniaux et de Gaïa, nous avons réalisé une quantité d'analyses dans de nombreux laboratoires à travers le monde. Et le 19 novembre 2018, nous avons eu la chance de présenter les résultats incroyables qui ont été par la suite diffusés. Alors, avec cette présentation au Congrès de la République, puis l'année suivante, en 2019, à l'Université nationale San Luis Gonzaga des ICA, à l'Institut Inkari, on pense qu'on a accompli plus ou moins ces deux objectifs. Et nous avons donné la parole aux scientifiques, lesquels ont tiré leurs propres conclusions. Alors, bien sûr, il reste de nombreuses questions laissées en suspens. Et ce sont les scientifiques du futur qui auront la tâche de répondre à ces questions s'ils le peuvent. Dans tous les cas, avec les résultats qui ont été diffusés ces 2 dernières années, l'Institut Inkari a décidé de s'éloigner un petit peu du sujet pour éviter que certains détracteurs ou autres n'accusent Inkari de vouloir influer sur les travaux de recherche de l'université d'ICA. Et nous nous sommes retournés de nouveau vers nos premiers amours, c'est-à-dire qu'on n'a jamais quitté d'ailleurs la forêt amazonienne. Alors, évidemment, on est quand même conscient d'une grande responsabilité morale face au cas des momies non humaines de Nazca. Et évidemment, on n'a jamais imaginé abandonner ou laisser cette affaire de côté. On va évidemment
avoir l'œil dessus. Et d'ailleurs, nous continuons également à Inquari de réaliser quelques analyses, comme nous le verrons tout à l'heure. Alors, je voudrais revenir, avant de rentrer plus en détail dans les résultats, sur le terme de momie, sur cette dénomination de momie tridactyle. D'abord, je voudrais donc spécifier que ces corps desséchés correspondent parfaitement à la définition de momie. Je le dis parce que certains spécialistes, et notamment dans notre groupe, je pense à Alain, à la professeure Clara Inés Martinez, ne savaient pas exactement comment définir ces corps desséchés. En effet, à travers le monde, il existe plusieurs processus de momification. Par exemple, il y a la momification naturelle. C'est ainsi que l'on rencontre dans le désert égyptien ou à Nazca des corps humains ou animaux qui ont été momifiés par la seule action combinée du soleil, du vent, du sable du désert et du temps. Les corps se sont déshydratés et ils se sont desséchés de manière naturelle et ils se sont conservés comme ça avec tous leurs organes. Eh bien, ces corps, ce sont des momies avec donc un processus naturel. Et puis ensuite, nous rencontrons dans différentes régions du monde. Alors ici, on a par exemple un bébé mammouth qui a été découvert dans le permafrost de Russie. Et on trouve comme ça de nombreuses momies naturelles. Et puis ensuite, à travers le monde, eh bien, il existe, et à différentes époques, une multitude de corps humains ou animaux momifiés et conservés à travers des processus artificiels. Alors, ça a été par exemple le cas en Chine, comme on voit ici le corps d'une femme de la noblesse chinoise du 1er siècle avant Jésus-Christ, parfaitement conservée. Elle a été découverte d'ailleurs dans un liquide qui a permis sa conservation. On trouve également, alors on a également des momies de type européen qui ont été découvertes en Chine. Celle que l'on voit à l'écran, elle a été découverte en Chine. Nous avons des momies qui ont été découvertes en Europe. Cet enfant a été momifié dans la région de Naples il y a à peu près un siècle et on peut voir que les tissus sont intacts et il paraît endormi. On a évidemment des momies en Égypte, des momies animales et des momies humaines. Et dans tous les cas, les organes internes ont été retirés et mis dans c'est noté à côté des corps. Et puis, on a des momies également au Chili, ici chez les Chinchorros, qui sont les plus anciennes momies du monde. Ces momies ont, pour certaines, 7000 ans et elles ont en moyenne 2500 ans d'anciennes. Elles sont, attendez que je formule bien le truc, elles sont 2500 ans plus anciennes que la plus ancienne momie égyptienne. Donc, elles sont vraiment très anciennes. Et ce qui est intéressant dans les momies des Chinchorros, alors je ne sais plus si je reviens plus tard, mais je n'en suis pas sûr, donc j'en parlerai là, c'est que les Chinchorros avaient un processus de momification très particulier puisqu'ils enlevaient les os, ils dépeçaient les morts et ils reconstituaient le corps en personnages parfois de plus petite taille et en utilisant une espèce de pâte à base de fibres végétales et de terre. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais ça fait un peu penser au corps des petits gris
Et il faut savoir que les Chinchorros, eh bien, ils sont dans une région, la région d'Atacama, qui est voisine de la région de Nazca. Et donc, et parfois même, les Chinchorros cassaient les os pour pouvoir rentrer dans ces petits personnages que l'on voit. Pour autant, alors on voit, si on faisait des radios de ces squelettes, de ces momies Chinchorros, est-ce qu'on déduirait qu'il s'agit de fraude parce que les os sont cassés? Ben non, c'est un processus de momification. Et on pourrait parfois se demander, est-ce que les Chinchorros, ah si, je vais y revenir, je m'y reviens, mais je viens de me rappeler, mais bon, c'est pas grave. Et donc, on pourrait se dire, est-ce qu'il n'y a pas eu une influence quelque part entre les Nazca et les Chinchorros dans la momification des corps dont on va parler? Voilà. Donc, comme je voulais, alors là, on a des momies évidemment au Pérou, bien connues, et il y a les fameuses momies de Nazca que Alain a visitées. Donc, il y a de nombreuses manières de momifier les corps à travers l'histoire et à travers les régions du monde. Donc, il n'y a pas une définition des momies. Généralement, quand on parle de momies, la plupart d'entre nous, on pense aux momies égyptiennes. Mais il n'y a pas que les Égyptiens qui faisaient de la momification. Et plusieurs cultures faisaient également des processus pour conserver les corps et ils n'utilisaient pas forcément les mêmes techniques. Voilà, alors, dans le cas des momies tridactyles de Nazca, les organes ont été conservés dans le corps et dans le cas notamment de Maria, mais également dans le cas des petits corps de type reptilien comme Josefina ou Albert. Dans les deux cas, je parle de Maria et des reptiliens, nous pouvons appeler ces corps donc des momies, évidemment. Ce sont des momies, 3 petits points, si nous considérons que ces corps sont authentiques. Bien sûr, si les corps sont authentiques, ben ce sont bien des momies. Voilà. Alors, on va commencer, si vous voulez, par voir les résultats de Wawita. Alors, comme nous le savons, il s'agit d'un bébé de 6 à 8 mois d'ancienneté et la datation au carbone 14 indique une antiquité de 800 ans à 1000 ans d'ancienneté. Dans le cas de Wawita, nous avons vu que les mains et les pieds avaient été mutilés. On voit que les mains ont 3 doigts, mais on voit dans les métatarses et les métacarpes qu'il y a 5 métacarpes et métatarses. Et on voit très bien que cette petite momie de 3 doigts a été mutilée. Cependant, nous ne pouvons pas affirmer que Wawita a été mutilé par des waqueros, des pilleurs, des trafiquants modernes, parce que le corps de Wawita est extrêmement fragile. Et si les waqueros avaient essayé, on voit d'ailleurs que les mains et les pieds sont très recroquevillés, très tournés vers l'intérieur. Et beaucoup de spécialistes pensent que si des waqueros avaient essayé de couper les membres de Wawita, eh bien, toute la momie se serait désagrégée. Par exemple, entre la tête et le corps de Wawita, il n'y a qu'un morceau de peau qui retient les deux, qui lie les deux, parce que la colonne vertébrale et la nuque n'est plus rattachée au crâne. Et une momie, alors il faut savoir que c'est un peu du carton. C'est très dur et c'est très sec, c'est très fragile.
Et donc, à partir du moment où on essaye de couper, etc., une momie, on aurait abouti à la destruction de Wawita. C'est pour cette raison que la plupart des spécialistes qui ont étudié Wawita de près pensent que cette mutilation a pu avoir été réalisée il y a plusieurs siècles, juste après la mort de Wawita, dans le cadre d'une cérémonie que l'on ignore, que nous ne connaissons pas, pour des raisons que l'on ignore. Alors, ceci étant dit, le mystère de Wawita continue pour autant. On a vu on a confirmé sans l'ombre d'un doute que les mains et les pieds ont été mutilés. Ça ne fait aucun doute. Pour autant, on constate quoi? On constate que le volume crânial de Wawita est 19% supérieur au volume crânial d'un bébé Homo sapiens du même âge. Et les analyses ADN de Wawita, réalisées à l'université de Saint-Pétersbourg en Russie, ont indiqué que l'ADN de Wawita n'avait seulement que 25,60% d'ADN en commun avec l'Homo sapiens. Et donc, on n'a pas terminé de comprendre, d'essayer de comprendre du moins le mystère de Wawita. Et nous espérons que dans les mois et les années qui viennent, les équipes de recherche de l'université d'Ica pourront répondre à certaines questions laissées sans réponse. Donc, Wawita, c'est, je le redis, un petit être qui a été mutilé, mais pour autant, on n'a pas tout résolu au sujet de cette petite momie. Maintenant, nous allons voir le cas de Maria. Alors, j'ai commencé par Wawita parce que le cas des mutilations des mains et des pieds de Wawita me paraissait très intéressant à comparer avec les mains et les pieds de Maria. Alors évidemment, pareil, dans le cas de Maria, je ne vais pas revenir sur les résultats magnifiques qui ont été présentés en novembre 2018 au Congrès de la République par les docteurs Raimundo Salas Alfaro et les docteurs Jesus Salce ou José de la Cruz sur Maria. Seulement, j'aimerais revenir sur quelques points qui me paraissent intéressants en ce qui concerne Maria. D'abord, dans le cas de Maria, on ne note aucune coupure des mains et des pieds tel que qu'on le constate sur le corps de Wawita. Et on imagine que si Mario et ses complices avaient utilisé ces techniques pour faire 3 doigts dans le cas de Wawita, ils auraient utilisé les mêmes techniques pour Maria et le reste. On ne constate pas ça chez Maria. Et pourtant, je peux vous garantir qu'on a examiné Maria de près et tous les tissus extérieurs de Maria sont conformes. Les radios, les scanners sont conformes. Et comme l'ont indiqué les docteurs Raimundo Salas et Jesus Salce, tout paraît authentique. Les tomographies réalisées sur les pieds de Maria et sur les mains ne montrent, semble-t-il, aucune manipulation. Alors là, je montre quelques scans 3D qui, à ma connaissance, n'ont jamais été diffusés d'ailleurs. Donc, c'est un peu une exclue sur les pas d'Hypatie. Oh, je vois Evelyne, elle est contente.
Voilà, et voilà, on fait un petit tour. Alors, par ailleurs, alors ça, c'est vraiment une grande découverte de l'un de mes collaborateurs, Ernesto Fernandez, qui a découvert la présence d'empreintes digitales sur les orteils de Maria et également sur les mains. Alors, parce que la momie était en position fétale, mais malheureusement, à cause du professeur Korotkov, Maria a perdu un doigt et on a vu que sur les doigts, eh bien, il y avait autour, on peut voir l'origine d'empreintes digitales. Et donc, on s'est aperçu, grâce à mon ami Ernesto Fernandez, que il y avait des empreintes digitales sur les pieds de Maria et ces empreintes sont en ligne parallèle et horizontale et elles ne correspondent pas aux empreintes digitales de l'Homo sapiens qui sont de forme spirale. Regardez vos mains, vous allez voir vos empreintes digitales qui sont de forme spirale. Et ce n'est pas ce que l'on constate sur les doigts et les orteils de Maria. Alors, ça rend encore une fois très compliqué l'hypothèse d'une fraude parce que des empreintes digitales, c'est encore plus difficile à fabriquer que des billets de banque. Donc, et on verrait des patchs sur les doigts et de quel… il faudrait que ça appartienne à des animaux connus. Or, il n'y a pas 36 animaux ou espèces qui ont des empreintes digitales. Il n'y a que les chimpanzés, bon, les primates et les humains. Alors, un autre élément très intéressant en ce qui concerne Maria, si nous observons de près le talon des pieds de Maria. Alors, certains détracteurs du cas de Nazca affirment que les Waqueros auraient taillé le talon pour lui donner un aspect non humain. Cependant les scanners que nous avons réalisés de Maria montrent que les talons n'ont pas été taillés. Par ailleurs, les tendons et les muscles sont bien attachés à l'os du talon de Maria. Et donc, on voit très bien que les talons de Maria n'ont pas été manipulés. Alors, quelques animations 3D qui montrent bien la présence de muscles qu'il y a sur ces talons. Et il est très possible d'ailleurs que Maria ne marchait pas comme nous les Homo sapiens en se basant sur le talon et ensuite sur les pieds, mais Maria se déplaçait peut-être davantage sur les doigts. Et ça devait lui donner d'ailleurs peut-être une souplesse pour se déplacer. Ça reste encore l'un des débats passionnants de cette affaire. Maria aurait donc été découverte par un compagnon de route de Mario dans le fameux site qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, reste encore inconnu. Alors, les datations au carbone 14 réalisées par les laboratoires Beta Analytics aux États-Unis et au laboratoire de Física à l'Instituto de Física de la UNAM à Mexico ont montré que Maria avait plus ou moins 1850 ans d'ancienneté et que, par conséquent, elle appartenait à l'époque culturelle des Nazca. De la même manière que dans le cas de Wahuita, Maria a donc un volume crânial de 19% de capacité supérieure au crâne d'un Homo sapiens.
Et on s'aperçoit que, je vais refaire tourner, j'aime beaucoup ce plan, on s'aperçoit que le crâne de Maria n'a pas de déformation artificielle. Sinon, on aurait un plat frontal et un plat derrière, ou lorsque c'était des techniques utilisées par les Incas ou les Nazca pour allonger le crâne. Dans le cas de Maria, on voit que la déformation est naturelle. Et d'ailleurs, lorsque les Nazca ou les Incas déformaient le crâne, eh bien, le volume crânial, pour autant, reste le même que celui d'un Homo sapiens normal. Or là, dans le cas de Maria, ce n'est pas le cas. Le volume crânial est 19% supérieur à celui d'un homme moderne. En ce qui concerne l'analyse ADN de Maria réalisée par les laboratoires Biotecmol de Mexico, alors Maria aurait 33,68% d'ADN en commun avec l'Homo sapiens, avec 18,42% de contamination bactérienne et donc 47,90% d'ADN inconnu. Alors, certains détracteurs disent oui, mais dans l'ADN inconnu, il y a de la contamination bactérienne, ce qui est vraiment stupide et ce qui montre encore que bien souvent les détracteurs parlent sans savoir, puisque les spécialistes, les généticiens savent faire la différence entre l'ADN, entre ce qu'est l'ADN et ce qu'est une bactérie. Une bactérie, en soi, c'est déjà un animal monocellulaire ou pluricellulaire, quand l'ADN, c'est la structure moléculaire, on va dire, enfin pas moléculaire, mais c'est vraiment la base, la brique qui constitue non seulement les bactéries, mais l'ensemble des organismes. Alors, de sa part, de son côté, l'Université de Saint-Pétersbourg a réalisé les mêmes analyses et a rencontré 23,80% d'ADN en commun avec l'Homo sapiens et 76,2% de non classifiés. Alors, bon, dans les non classifiés, il y a la contamination bactérienne et etc. Mais bon, on voit quand même que l'ADN en commun est très minime. D'autres laboratoires, comme Abraxas à Mexico, sont arrivés aux mêmes conclusions. Et donc, on parle, j'aimerais bien le rappeler, on parle de laboratoires de premier niveau, de niveau international. Ce sont des laboratoires qui sont sollicités, par exemple, le laboratoire qu'on a sollicité au Canada, DNA, Paléo-DNA, il est sollicité par le ministère de la Culture pour dater ses propres momies, etc., etc. Donc, on ne parle pas de petits laboratoires, etc. Ce sont vraiment des grandes institutions, Biotecmol, etc., des laboratoires vraiment qui sont connus et reconnus au niveau mondial. Et donc, je pense que l'on peut avoir confiance dans leurs conclusions. J'ajoute que lorsque l'on a fait les présentations des résultats au Congrès de la République en novembre 2018, les laboratoires ont reconfirmé, ont vérifié leurs données. Quelques semaines plus tard, ils nous ont dit oui, c'est bien ça, on ne s'est pas trompé, etc., etc. Donc, on peut vraiment, je pense, faire confiance à tous ces laboratoires. On va passer au cas de Josefina. Alors, c'est vraiment un cas, évidemment, extrêmement déroutant et fascinant. Je ne vais évidemment pas revenir sur tous les résultats magnifiques qui ont été présentés le 19 novembre 2018 au Congrès de la République par mon grand ami biologiste José de la Cruz, Rio Lopez, ou par les docteurs Jesús Salcé et même par le professeur russe Galevski. Je vais seulement revenir sur quelques points qui me semblent intéressants dans le cas de
de Josefina. Donc, je reviens sur le postulat de départ. Si on considère que Josefina est authentique, elle semble correspondre ou appartenir à une espèce à part, inconnue de la littérature scientifique moderne, de type reptilien humanoïde. Elle mesure 57 cm de haut. Mais bon, il y a d'autres spécimens. On a étudié une dizaine de spécimens en tout qui mesurent un petit peu plus, comme Albert, qui mesure 60 cm, ou un petit peu moins, comme les spécimens de la familia, entre guillemets, qui mesurent 44, 47 et 54 cm. Au total, oui, on a eu l'occasion d'étudier une dizaine d'espèces de ce type et ils ont tous la même proportion. Ce qui me semble très intéressant dans le cas de Josefina, c'est par exemple la présence d'une plaque métallique sur le pecho, la poitrine. Nous avons réalisé des analyses de cette fameuse plaque avec un organisme au Pérou qui s'appelle IREMET, qui fait autorité et qui travaille avec le ministère des Mines. Et voilà. Alors, la composition principale de cette plaque, c'est du cuivre. Cependant, alors vous savez que le cuivre, c'est le métal le plus conducteur. C'est quand même un élément assez intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant que lorsque l'on a réalisé les tomographies, les scanners de Josefina, on s'est aperçu, nous avons détecté la présence de cavités géométriques à l'intérieur on les voit là, à l'intérieur de la plaque, dans sa partie centrale. Et il y a une autre partie qui semble pénétrer dans le thorax de Josefina. Et donc, on a le sentiment qu'il ne s'agit peut-être pas, mais encore une fois, c'est juste une hypothèse, il ne s'agit peut-être pas d'une simple plaque d'ornementation, on va dire, comme un bijou, mais qu'elle avait peut-être une certaine fonction que l'on ignore. Alors, la grande surprise de l'étude approfondie de Josefina, à travers les scanners HD que l'on a réalisés, ça a été la présence de matériel organique à l'intérieur du corps. Et l'on peut détecter la présence de paquets vasculaires et de matériel organique non identifié. Le plus surprenant dans le cas de Josefina, ça a été quand, en avril 2017, avec la présence, alors là, c'est toujours les paquets vasculaires, etc. Et donc, le plus surprenant, ça a été quand mon équipe, avec Gaïa et Tertiaire Millenniaux, en avril 2017, lorsque l'on a réalisé les premières radios de Josefina et que l'on a découvert la présence de 3 objets dans l'abdomen de cette entité. Et pour moi, ça a été, à titre personnel, l'un des moments les plus intenses, les plus incroyables, les plus exaltants de cette affaire des momies de Nazca. Ça a été la découverte de ces 3 objets qui paraissaient correspondre à des œufs. Alors, évidemment, les détracteurs se sont précipités pour dire qu'il s'agissait de pierres, d'objets métalliques, etc., etc. On y reviendra. En 2018, des études plus complètes réalisées par une équipe russe et par le biologiste José de la Cruz
Rio Lopez, ont permis de découvrir un quatrième œuf avec également, je veux le préciser, notre ami Frop Frop, qui a travaillé sur les DICOM pour l'Institut Inkari. Et ces DICOM ont d'ailleurs été largement utilisés par nos amis de Gaïa et Tertiaire Milléniaux. Et il peut être fier parce qu'il a vraiment fait un excellent travail, Frop Frop. Et donc, on peut voir sur ces images la présence de ce quatrième œuf. Un œuf en formation qui mesure quelques millimètres et qui se trouve dans un oviducte. Vraiment, là, c'est vous êtes chanceux parce que c'est des représentations 3D qui n'ont jamais été diffusées nulle part, hein. On va les diffuser dans le film que l'on prépare avec Jungle Duck, avec Alain, mais ils n'ont jamais été diffusés avant cela. Donc, ce sont des découvertes qui ont été réalisées dans le courant de l'année 2018 et on a également pu localiser une sorte de cloaque et plusieurs détails internes démontrant la probable authenticité de ce spécimen. Et l'un des éléments les plus extraordinaires que l'on a découvert en 2018 par rapport à ces œufs, ça a été la présence à l'intérieur de l'un de ces œufs d'une mystérieuse forme que l'on voit à l'écran et qui semble véritablement correspondre à un embryon. Alors bien sûr, encore une fois, des détracteurs continuent d'affirmer qu'il s'agit d'objets métalliques que des Wakero modernes auraient disposés dans l'abdomen de Josefina dans le cadre d'une fraude internationale. Et alors, j'aimerais quand même dire que les dernières analyses réalisées par l'université d'Ica en février 2020, avec une équipe de spécialistes, de médecins, ont démontré qu'il s'agissait bien d'œufs. Donc excitent les billes de verre, les boules de billard, etc. C'est vraiment des œufs. Ce n'est pas de faux objets qui ont été mis dans l'abdomen de Josefina ou de Luisa, qui est une nouvelle entité, dont on pourra peut-être parler tout à l'heure. Alors, depuis le début de ces recherches, nous autres, à l'Institut Inkari, nous avons toujours essayé de garder de faire la part des choses, de rester au milieu entre les détracteurs et les partisans de cette affaire. Et on a vraiment voulu savoir s'il s'agissait d'une fraude. Et on a toujours essayé, d'ailleurs, j'agace régulièrement Alain quand je dis si c'est authentique, voilà, parce que je me fais constamment l'avocat du diable. Et donc, on a toujours cherché la petite bête pour savoir s'il y avait des indices d'une fraude. Alors, on a trouvé parfois des anomalies dans les corps. Et je vais vous donner un exemple d'anomalie. Ça s'est passé en novembre 2017. Mario nous a montré une nouvelle momie de type humanoïde reptilienne et on a pu réaliser des radiographies de cette momie. Ah oui, alors pardon. Alors ce que l'on voit là, ce que l'on voit à l'écran, c'est en février 2020, lorsque l'équipe de la UNICA a percé l'abdomen de Louisa pour voir s'il s'agissait d'œufs, de véritables œufs, ou s'il s'agissait de billes de pierre, de métal, etc. Et ils ont confirmé qu'il s'agissait bien d'eux. Ils ont pu récupérer une partie d'éléments organiques qui est actuellement en étude. Donc, je reviens à ce que je vous avais dit. En novembre 2017, Mario nous confie une nouvelle entité que l'on emmène directement faire des radios. Et là, aussitôt, on s'est aperçu qu'il y avait un problème avec cette momie.
notamment sur le fémur, entre guillemets, de la jambe droite. On s'est en effet aperçu que l'os était cassé. Et là, on le voit, vous pouvez le voir, mes chers amis, sur les radios, il ne s'agit pas d'une fracture, mais il s'agit d'un os qui a été cassé et on l'a emboîté pour le rendre présentable. Et donc, ma question, là, on a vraiment le cas d'une anomalie et le cas d'une intervention extérieure manifeste. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Hein, évidemment, ce n'est pas normal. La question qu'on se pose, forcément, c'est est-ce que c'est la preuve d'une fraude? Eh bien, quand on connaît bien le contexte culturel de la région de Nazca et de tous ces trafiquants, on se dit que ce n'est pas forcément un indice de fraude. Parce que les Waqueros, Mario savait que immédiatement, on allait faire des radios de ce petit corps. Et Mario savait très bien qu'on allait voir tout de suite le problème à la jambe. Et donc, il ne coûtait rien à Mario ou à ses complices de mettre un os intact, hein, pour éviter s'il s'agit bien d'une fraude internationale, que l'on ait des doutes et que tout son escroquerie soit découvert. Donc, on pense que c'est peut-être et sans doute une technique un peu de ceux qui ont, on va dire, embaumé, momifié cette entité, l'ont réglé comme ça pour qu'il soit plus présentable, un peu à la manière des chiropracteurs modernes. Lorsqu'il y a un décès, eh bien, les chiropracteurs, ils interviennent sur les défunts pour les rendre plus présentables aux familles. Et c'est peut-être ce qui s'est passé. N'oubliez pas, et je reviens sur les momies des Chinchorros, les Chinchorros, ils faisaient pareil, ils cassaient les os et ensuite ils réglaient, ils accommodaient les os pour que la momie soit présentable. Pour autant, les momies des Chinchorros, on ne peut pas les considérer comme des fraudes. C'est une technique de momification et peut-être que ceux qui ont momifié ces corps, eh bien, ils se sont parfois inspirés des techniques des Chinchorros. Encore une fois, n'oublions pas que la zone de Nazca est voisine de la zone culturelle de l'Atacama et des Chinchorros. Donc, on ne peut pas conclure qu'il s'agit d'une fraude à partir de cette constatation, mais cela montre aux détracteurs que l'Institut Incarie, on est capable de détecter des anomalies quand on les voit. Et quand on ne voit pas d'anomalies, on ne va pas aller les inventer. Nous, on n'est pas comme eux, tu vois. Voilà. Ah, donc, ce que je voulais dire, c'est que les anciens péruviens donc, ont peut-être utilisé des éléments de momification, des techniques de momification des Chinchorros. Je vais passer maintenant au cas de Maria. Qui est très intéressant. Il s'agit d'un spécimen de type reptile humanoïde que Mario aurait rencontré dans une niche de son fameux site. Ce spécimen rencontré était en position assise et n'avait pas de tête. Alors, d'après, je ne me souviens plus si Mario nous a dit qu'elle avait ou non une tête ou si elle l'avait perdue entre-temps, je ne sais plus. En tout cas, bon, je l'ai baptisée Victoria en référence à la victoire de Samothrace qui, comme chacun le sait, n'a pas de tête non plus, a perdu la tête. Alors, ce qui est intéressant dans le cas de Victoria, avec sa position assise, eh bien, on voit fonctionner les articulations. En 2017 et 2018,
Plusieurs laboratoires ont réalisé des datations au carbone 14 et des datations ADN de ce petit corps, et les résultats des analyses ont été vraiment très, très intéressants. Alors, dans un premier temps, on a réalisé l'analyse d'une vertèbre de Victoria et un morceau du bassin. Et sur la base de ces échantillons, les datations au carbone 14 réalisées par l'Instituto de physique de la UNAM de Mexico ont révélé une antiquité située autour de l'année 791 après le Christ. Et les analyses ADN réalisées par l'Institut Biotechmol de Mexico ont démontré que Victoria n'avait que 36,27% d'ADN en commun avec l'Homo sapiens au niveau de la vertèbre cervicale et 29,12% d'ADN en commun au niveau de la hanche. En même temps, le laboratoire mexicain Abraxas, avec le laboratoire canadien de Gene4Gene, ont réalisé les mêmes analyses. Et ces laboratoires ont déterminé que Victoria avait seulement 14,29% d'ADN en commun avec l'Homo sapiens au niveau de la vertèbre cervicale et seulement 15,25% d'ADN en commun avec l'Homo sapiens au niveau de l'os de la hanche. Ces résultats, qui sont absolument incroyables, ont été vérifiés plusieurs fois par ces mêmes laboratoires et jusqu'au jour d'aujourd'hui, 22 juin 2021, ces mêmes laboratoires ratifient, confirment totalement leurs résultats. Donc pour eux, il n'y a aucun doute. Dans un second temps, l'Institut Inkari a réalisé dans le courant de l'année 2018 plusieurs analyses également très intéressantes de Victoria. Alors, l'un des aspects intéressants des analyses que l'on a lancées à Inkari concernait la peau de Victoria. Et c'est ainsi que, parce que, comme on pouvait voir, au niveau du dos, on voit des zones de peau très pratiquement intactes, de type reptilien. Et donc, grâce à une amie brésilienne, Marisa Chueri, que je salue si elle nous regarde, nous avons pu réaliser l'analyse carbone 14 de cette peau. Et nous avons également réalisé une étude histologique complète de cette même peau avec mon ami biologiste José de la Cruz Rio Lopez dans 2 laboratoires mexicains. Alors, les résultats des analyses réalisées par Inkari sont très intéressantes. Très intéressants les résultats. Premièrement, la datation au carbone 14. Cette datation a été réalisée à l'Institut de physique de l'Université fédérale Fluminense de Rio de Janeiro, et la datation indique l'année 1040 après le Christ de notre ère donc. Alors c'est un résultat qui est extrêmement intéressant parce que malgré la différence de plus ou moins 2 siècles avec les datations carbone 14 réalisées dans les autres laboratoires, on voit que, grosso modo, la peau a 1000 ans. Et il y a une cohérence entre les différentes datations. Et donc, à la recherche d'une fraude, on va se faire, si vous voulez bien, l'avocat du diable. En recherche d'une fraude par rapport aux résultats que je viens de vous donner. Et moi, personnellement, je me demande où des Waqueros modernes auraient rencontré dans le désert de Nazca des os d'animaux qui ont 1000 ans
et qui auraient ensuite été montés pour former un faux extraterrestre, et où dont ces Wakero auraient trouvé de la peau de serpent ou de je ne sais quel lézard qui aurait également 1000 ans. Et comment s'assurer que les os et la peau ont la même date on peut imaginer que dans le désert, il y a de la peau de lézard ou de serpent qui viennent de mourir ou qui ont seulement quelques mois ou quelques années. Comment faire la différence entre une peau qui a 1000 ans et encore une fois, où aller la chercher, cette peau et ces os de 1000 ans? Et comment être sûr que tout ce matériel possède cette même antiquité? Donc, pour moi, il est quand même très difficile d'imaginer une fraude moderne dans le cas de Victoria. Ensuite, en ce qui concerne l'étude histologique réalisée par José de la Cruz sur l'analyse de la peau, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette peau contient beaucoup de kératine et elle se rattache énormément aux espèces reptiliennes. Conclusion en ce qui concerne Victoria. Le plus raisonnable, c'est de considérer donc qu'il s'agit d'un être biologique, authentique et pratiquement intact, quoi. Les résultats de la conférence que nous avons réalisée le 19 novembre 2018 au Congrès de la République du Pérou ont montré que la science moderne se trouve face à un grand mystère. Nous ne pouvons pas parler, et aucun laboratoire dans le monde va déclarer que les momies non humaines ou tridactyles de Nazca sont d'origine extraterrestre. Nous pouvons seulement parler, pour le moment, de la découverte probable de, au minimum, 2 espèces d'origine inconnue par la science moderne. Et c'est déjà beaucoup. Alors, bon, malheureusement, nous n'avons pas le temps de parler des autres corps, des autres organes, des autres objets divers et multiples rencontrés par Mario dans son fameux site. Je voudrais simplement rappeler qu'il reste une multitude de questions en suspens pour lesquelles on n'a pas encore de réponse, mais c'est aussi le travail de l'UNICA d'apporter quelques réponses à l'avenir. Voilà ce que je voulais dire sur les résultats actuels. Je voudrais revenir maintenant sur l'opinion générale de l'Institut Inkari concernant cette affaire. Pour moi, la question principale de cette affaire, c'est le site. Où se trouve le site dans lequel Mario prétend avoir réalisé ses découvertes? À titre personnel, je n'ai pas beaucoup de confiance dans Mario parce que c'est un trafiquant et on peut faire confiance sur ce qu'il dit, mais jusqu'à une certaine occurrence, quoi. Il y a quand même, faut toujours, on ne peut pas lui faire confiance à 100%. Où se trouve le site? Le site, c'est vraiment la pierre angulaire de cette affaire. J'ai entendu que, ici, du moins, on murmure que des groupes de Wakero étaient à la recherche du site, dont il existerait de nombreuses entrées. Certains Wakero auraient trouvé des zones du site où ils seraient en train, à l'heure où je vous parle, de le piller et de vendre ces objets via une plateforme Internet brésilienne. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne le sais pas. Après 4 ans de recherche avec l'Institut Inkari, mes camarades et moi, on a et je pense même pouvoir parler pour Alain, mais Alain est là, donc il pourra me contredire ou préciser ma
ma pensée. Nous avons la conviction de l'authenticité du cas des momies tridactyles de Nazca. Cependant, nous pensons une grande partie, c'est pas que nous pensons, on sait que c'est malheureusement le cas, une partie du matériel diffusé par Internet n'est pas toujours authentique. Et donc, on appelle les internautes à faire très attention à ne pas acheter sur Facebook ou différents réseaux sociaux des pièces X ou Y proposées à la vente par des personnes que je ne veux pas nommer, mais il faut savoir qu'une grande partie de ces objets sont des reproductions, ne sont pas authentiques, et puis il ne faut pas permettre de nourrir ces trafics d'objets précolombiens. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de profiter de ce cas pour se faire de l'argent sur le dos de l'affaire de Nazca. Et on regrette cette situation et nous la dénonçons. Je voudrais dire également que le cas des momies tridactyles de Nazca est un thème, en tout cas le rappeler, est un thème très controversé. Je ne veux pas générer plus que ça des polémiques avec les détracteurs. Cela me semble inutile et personnellement, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Le cas des momies de Nazca, ce qui est pour moi le plus important, ce sont les faits et les résultats des analyses. Et les résultats des analyses, ce sont vraiment des chiffres, des constatations, et les détracteurs peuvent dire ce qu'ils veulent. On est le 22 juin 2021, malgré leur vocifération, je crois qu'il n'y a aucun détracteur qui a pu reproduire une momie comme Albert ou comme Josefina. Si ce sont des faux grossiers à partir d'os de poulet, de lama ou de chien, qu'est-ce qui les empêche de reproduire ces mêmes objets? Il y en a qu'un seul qui a pu les reproduire, c'est mon ami Marc Herman, que je salue puisqu'il est parmi nous aujourd'hui, et qui a réussi à produire de magnifiques momies 3D, et à part lui, eh bien, il faut quand même se rappeler que certains détracteurs ont quand même affirmé que ces momies avaient été faites en reproduction 3D. Hein. Fortiche, les gars. Alors, à moins de penser que les Waqueros auraient coupé et assemblé des morceaux d'éléments ADN, il faut quand même rappeler les résultats de l'ADN qui constituent pour moi et pour la plupart de la communauté scientifique la reine des preuves scientifiques. Il faut aussi se rappeler qu'aujourd'hui, dans les palais de justice à travers le monde, les preuves ADN sont utilisées pour envoyer quelqu'un, un homme, une femme, pendant 30 ans ou toute sa vie dans une prison sur la base de preuves ADN, quand il y a des viols, des assassinats, etc., ou pour innocenter une personne. Et c'est bien la preuve que la preuve ADN est considérée aujourd'hui dans l'état actuel de la science comme un élément probatoire 100% fiable. Et je pense qu'avec tous les éléments d'analyse que l'on a accumulés à Incarri, à Gaïa, à Tercer Millenniaux, si on devait défendre ce cas devant un juge, j'imagine que sur la base des lois dans les démocraties, etc., n'importe quel juge conclurait à l'authenticité du cas de Nazca. Ceci étant dit, à titre personnel, j'ai quand même le sentiment ou l'intuition que le cas de Nazca a été dirigé ou manipulé d'une certaine manière. Je n'ai pas l'impression que ce cas nous est tombé dans les bras un peu par hasard, et je ne crois pas que
ceux qui ont manipulé ou dirigé ou programmé cette affaire, je ne pense pas que ce soit Mario. Et je donnerais vraiment cher pour savoir qui est derrière cette fameuse affaire des momies de Nazca. C'est une histoire qui est tellement abracadabrantesque, comme disait notre regretté président, que c'est pas possible que voilà. On a eu un cas avec mon ami Daniel Merino d'Homme en Noir en avril 2017. Et des fois, on se demande si on ne devient pas fou avec cette affaire. Voilà ce que je voulais dire, mes chers amis. Je voudrais prendre juste 2 minutes pour donner des nouvelles des analyses réalisées par l'université d'ICA. Vous savez que l'université d'ICA a réalisé des tomographies 128 coupes dans un laboratoire de Lima, et les spécialistes qui ont été sollicités par l'université sont en train d'étudier les DICOM, les scanners de Maria, de Victoria et de Louisa, etc. Alors, ils ont… alors, c'est un peu le scoop que je vais révéler, mais sans rentrer dans les détails parce que je laisse la primeur à l'université d'ICA. En ce qui concerne le cas de Louisa, alors, mes chers amis, on a découvert non seulement 3 œufs dans l'abdomen de Louisa, mais on a également découvert la présence d'un 4e œuf en formation dans un oviduc et dans un cloaque. Et alors, tout ça, se sera présenté par l'UNICA dans quelques temps. On est en train de travailler avec notre ami Frop sur des DICOM et notamment sur les DICOM haute définition de Victoria, d'Albert. Et on pense avoir mis en évidence la présence de tendons sur les mains et les pieds de Victoria. Alors, avec la présence de tendons de ramification, l'hypothèse d'une fraude, c'est quand même très, très difficile à soutenir. Des tendons notamment qui ont séché, et c'est la raison pour laquelle Albert a des doigts comme ça, a des doigts un peu recroquevillés. On a également réalisé des études ADN d'Albert par rapport à son crâne. Alors, on a ouvert le crâne d'Albert, on a prélevé de l'os et un peu de cerveau, on a prélevé une côte d'Albert et on a également prélevé un morceau de la hanche. Et il y a eu des analyses ADN de réaliser. Alors, les détails, je le laisse évidemment entre les mains de l'UNICA, mais sachez quand même que les ADN du crâne, de la côte et de la hanche d'Albert coïncident. Donc, il s'agit bien de du même, je ne vais pas dire animal, c'est désobligeant, mais de la même entité biologique. Il ne s'agit pas d'un crâne de lama qu'on aurait monté sur des côtes de poule et une hanche de pécari. Hein, il s'agit bien d'un même individu. Voilà ce que je peux vous dire actuellement, et vraiment j'ai hâte. Ah oui, et on a aussi constaté lorsqu'on a enlevé la côte du corps d'Albert qu'il y avait à l'intérieur pas mal d'organes qui, encore une fois, font l'objet d'analyses, et analyse ADN, analyse carbone 14. Donc, j'imagine que dans le courant de l'année 2021, on aura des résultats beaucoup plus complets de la part de nos amis de l'université d'ICA. Voilà ce que je voulais vous dire en ce qui concerne cette affaire. Et ça, c'est la pub sur l'affaire des momies, l'affaire bien controversée des momies de Nazca. Affaire à suivre. Donc,
Écoute, Thierry, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends. Je précise que nous sommes en duplex. Je suis en France, près de Bordeaux, et tu es au Pérou. On a 7 heures de décalage à peu près. Ouais. Je te remercie de cette présentation qui est, moi, je trouve extraordinaire. Alors, si je pouvais préciser avant de faire intervenir Alain Bonnet, qui va nous parler un petit peu de toute la partie, on va dire, technique, audiovisuelle autour de cette Merci, affaire. Nadine. Je voudrais préciser que pour les zététiciens, les détracteurs, les gens qui ne pensent que l'on ne peut croire qu'à ce que l'on voit, j'ai été, moi, dans ce cas-là. J'ai fait 3 mois de fac de maths et j'étais absolument obnubilé par les maths et par la science, jusqu'à ce que je m'aperçoive que c'est pas avec ça que je gagnerai de l'argent et que je vivrai dans la vie. Je voudrais dire, mes amis zététiciens, mes amis mathématiciens, scientifiques, j'ai envie de dire, mais essayez d'ouvrir un peu votre esprit et imaginez simplement, et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Voilà, c'est simplement ça. J'avais un professeur, un excellent professeur, qui disait « Le doute, c'est scientifique ». Donc, pour le coup, à un moment donné, j'ai envie de dire à ces gens-là, essayez de comprendre la sincérité de Thierry. On ne peut pas être ça fait depuis 2016 que tu nous racontes cette histoire, on ne peut pas mentir pendant toutes ces années. Tu nous as conduits, tu nous as pris par la main longtemps, pendant longtemps, pendant toutes ces années. Et pour le coup, j'ai envie de dire, essayez d'ouvrir l'esprit, quoi, tout simplement. Moi, j'avais quelques questions, mais tu y as répondu au fur et à mesure. Je précise aussi aux détracteurs que tu as reçu cette histoire alors que tu n'étais pas du tout dans ce domaine. Hein. Tu es dans le domaine de l'archéologie, de la recherche de vestiges archéologiques Inca. Tu l'as reçu comme un cheveu sur la soupe. Et au départ, tu as demandé de l'aide. Tu as demandé, je me souviens, Thierry, tu as non seulement essayé de financer toi-même, et au départ, tu t'es aperçu que tu ne pourrais pas financer toi-même toutes les analyses, etc. Tu as fait appel. J'imagine que dans ce cas, tu ne savais pas trop à qui t'adresser, justement parce que par humanisme, tu t'es dit, si c'est une affaire en or, si c'est un truc, si c'est une bombe mondiale, je ne veux pas qu'elle tombe entre les mains d'un gouvernement quelconque ou d'une entité secrète qui pourrait récupérer le pouvoir, etc. Donc, tu as fait appel au peuple pour financer tout un tas toutes les analyses par Ulule. Je me souviens de ça. Tout à fait. Et tu as fait appel aussi à des scientifiques. Je me souviens que il y avait, tu as demandé à des professeurs en France de venir analyser les choses, puisque ils y croyaient à peine. Venez voir par vous-même. C'est ça que tu as fait, Thierry. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a certains détracteurs péruviens de cette affaire que je ne nommerai pas, je ne veux pas leur donner ce plaisir. L'équipe de l'UNICA les attendent parce que les momies qui sont actuellement à l'UNICA, elles sont en vitrine et elles sont à la disposition du peuple. On peut venir les voir tous les vendredis gratuitement. Il ne faut pas non plus accuser l'UNICA de vouloir faire de l'argent. Et nous, on n'a rien à gagner non plus là-dedans. Mais
bizarrement, on n'entend plus ces détracteurs péruviens. Pourquoi ils ne se déplacent pas à l'UNICA pour aller voir de leurs yeux ces momies? Donc, ils restent derrière leur écran et très facilement, anonymement, tu vois, parce que c'est très facile d'insulter les gens, d'insinuer des choses. Derrière ils se cachent tous derrière leur anonymat. Tu vois, et j'aime bien l'image que tu as employée tout à l'heure quand on s'est dit, et c'est vraiment ce qui nous a animés, on s'est dit s'il y a une chance sur 1 million que ce soit vrai, compte tenu des implications et sachant qu'il y a des milliers de personnes à travers le monde qui recherchent ce type de preuves pour montrer qu'on n'est pas seul dans l'univers et qu'on n'est pas la plus grande espèce, on n'est pas la pire non plus, mais que c'est quand même une affaire, c'est une grande espérance quelque part. Et je me suis dit, dans ce cas-là, s'il n'y a qu'une seule chance sur 1 million, ça vaut la peine de la tenter, quoi. Je ne voulais pas, au soir de ma vie, me dire punaise, j'aurais dû le faire, j'aurais dû avoir des coronas, comme on dit au Pérou, et j'aurais dû aller chercher et investiguer, tu vois. Donc, oui. Je pense que tu as fait tout ce qu'il était possible de faire humainement dans ta situation. Voilà. Et après 4 ans, malgré ce que disent certains rabat-joie, certains détracteurs, on n'a pas d'indice d'une fraude. Et c'est quand même, ce sont des dizaines de personnes qui sont venues, qui se sont déplacées. Eux, ils se sont déplacés. Aucun détracteur n'a fait le chemin jusqu'à Cusco pour étudier les momies. On leur a dit, mais on vous ouvre les portes, venez les voir. Tous ceux qui sont venus, tous les spécialistes qui ont fait les examens cliniques, qui ont fait les études génétiques, etc., il n'y en a aucun qui a conclu que c'était une fraude. Ça veut dire quand même quelque chose. On a utilisé des scanners 128 coupes. On a fait vraiment des analyses très élaborées et punaise, je me dis, si c'était une fraude, on peut applaudir les fraudeurs parce qu'ils auront quand même réussi à défier les technologies les plus avancées que l'on a aujourd'hui en 2021. Donc, il faudrait lui décerner l'Oscar de la fraude à Mario, tu vois, si c'était ça. Au-delà de ça, Thierry, je sais aussi que tu es un homme de l'audiovisuel, un homme qui a travaillé depuis tes débuts, dans l'archéologie, dans la recherche, etc. Tu es un homme de l'audiovisuel. Tu aimes bien présenter tes travaux, les mettre en valeur, etc. Ce qui est tout à et les partager. Les partager. Tu as travaillé, j'essaie de le rappeler, tu as travaillé avec des personnages qui ont eu pignon sur rue en France. Hein. Je pense à Gérard Holtz. Tu as participé à des documentaires sur des chaînes mainstream, hein, TF1, M6, Canal+, etc. Et pour le coup, tu fais attention à quand tu fais une découverte, parce que tu en as fait beaucoup, ça je le sais, on ne va pas revenir là-dessus. Quand tu fais une découverte, à ce qu'à un moment donné, elle puisse être diffusée de façon audiovisuelle. Et c'est en ça que je veux introduire Alain Bonnet, qui, lui, aujourd'hui, a une entreprise de production de l'audiovisuel. Tu es ami avec lui depuis quelques dizaines d'années. Exactement. Alain a su et a pu mettre en valeur toutes tes recherches, que ce soit pour Paititi, on en parlera sans doute un petit peu à la fin pour ton actualité, mais aussi, je pense, aux découvertes du Machu Picchu, à quelques découvertes que tu as fait par-ci, par-là. Alain, tu nous entends, tu peux nous parler un petit peu de ton travail concernant l'Alien Project, en fait.
cette découverte extraordinaire des momies de Nazca? Oui, oui, bien sûr. Vous m'entendez, hein? Oui, tout à fait. Ah bon, d'accord, parce que OK. Donc, comme tu le disais, je connais Thierry depuis 2003 et il m'a tout de suite embarqué dans ses aventures. Et je dois dire qu'on n'est pas déçu avec lui. À chaque fois, c'est quand même assez particulier, quoi. C'est pas courant. Et donc, c'est le rêve pour quelqu'un qui est, comme moi, passionné par la réalisation de documentaires. Thierry, comme tu le soulignais, a souvent été suivi par des sociétés de production, des chaînes de télévision. Et malgré de belles promesses, il y a souvent eu quelques déceptions. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, on a décidé avec lui de créer notre société de production audiovisuelle qui s'appelle Jungle Dog Productions. Donc, on a déjà réalisé deux gros documentaires, celui sur ces recherches que je qualifierais de classiques, et donc il y a 2 opus pour Inca Amazonia, et ensuite les découvertes qu'il a faites à Machu Picchu, où là il y a 3 opus. Et actuellement, depuis le début de l'année, je suis en train de travailler aux 6 opus d'Alien Project. Il y en a 4 qui sont déjà montés, 3 sur lesquels il y a déjà la musique, et il m'en reste 2 à monter, et donc 3 pour la musique. C'est un gros travail, mais bon, moi c'est ma passion, donc ça ne me gêne pas tellement. Mais je voudrais quand même préciser quelque chose, c'est qu'il y a quand même aussi une équipe autour. Déjà, il y a les cadreurs sur place. Il y a Édouard Valenzuela, je vais y arriver, Thierry Jamès, ça je le dis très bien. Il y a, bon, moi, quelquefois, bon, très peu, hein. Il y a notre ami Damien aussi qui nous a gentiment cédé des images, en particulier des images aériennes du désert de Nazca. Pour ces 6 opus, c'est Thierry qui a écrit les textes, évidemment. La musique, c'est toujours Michel Viclas, je ne sais pas s'il nous regarde, et s'il est là, bonjour la Savoie. Et ensuite, on a des petits nouveaux, on va dire, par rapport aux autres productions, en particulier pour les reconstitutions 3D, car là, vous allez voir bouger Josefina, Alberto et Maria. Et donc là, c'est Christophe Serre et Laurence Soulard-Terrier qui, eux, sont au Québec. Bonjour le Québec, je crois qu'ils sont en ligne. Pour le traitement des licomes, bon, Thierry en a parlé, c'est Frop. Et ensuite, pour illustrer le récit assez fantastique de Mario, là, on était un petit peu coincé. On s'est dit, comment va-t-on faire, hein? Et on a eu l'idée de demander à quelqu'un qui a beaucoup d'imagination et beaucoup de talent, c'est Manuel Terrac. Bonjour la Bretagne. Et donc, il nous a fait de magnifiques illustrations que j'ai donc animées ensuite. Et donc, moi, je suis à la réalisation, vous l'aurez compris. Et je vais terminer par les voix. Donc, la voix principale, c'est Thierry Jamais, mais pour les introductions et les conclusions de chaque opus, nous avons la voix de Georges Caudron. Alors, peut-être que le nom ne va pas vous dire grand-chose, mais la voix, vous la connaissez, parce que c'est la voix française de Mulder dans la série X-Files. Eh oui, voilà. Alors, je ne sais pas si pour la version anglaise, on aura l'original, je ne pense pas. Ça ne va pas être possible. Et enfin, pour ce film, on a aussi des partenaires. Nous avons le magazine Icaris avec Ludo, que je salue. Nous avons évidemment Nurea TV. Je salue Nora et Guillaume. Bonjour les Stéphanois. Nous avons Gauron TV. Bonjour l'Alsace avec Stéphane Pavlak. Nous avons Nevisa Travel Channel. Bon, c'est Edouard, donc notre cadreur sur place. Et enfin, nous avons notre distributeur sur lesquels on peut trouver toutes ces vidéos. Alors, pas encore Alien Project, hein, il faudra attendre la fin de l'année.
Mais donc, on peut déjà trouver avec Amazonia et Machu Picchu sur notre distributeur Fantastic Entertainment. Quoi vous dire d'autre? Je ne sais pas, Eric, si tu as des questions à me poser là-dessus, ça serait le bienvenu. Mais voilà. Alors, est-ce que David, on peut lancer cet extrait? Al ingresar han encontrado un sarcófago de piedra. Incroyable. Todo bastante. Increíble. Ben, j'avais envie de te demander, Alain, Oui. comment c'est possible de réaliser tous ces documentaires avec une distance si importante qui existe entre toi qui habites sur Toulouse et Thierry. Alors, tu nous as dit que tu avais des caméramans sur place, mais est-ce que ça suffit en réalité? Oui, oui, parce qu'en fait, avec Thierry, d'abord, on est en liaison tous les jours pour discuter de choses et d'autres, et en particulier des documentaires, hein. Et ensuite, tu sais que maintenant, avec la fibre, c'est comme si on était à côté. On peut s'envoyer des fichiers de 10 gigas, ça ne pose absolument aucun problème. Donc, la distance n'est plus vraiment un problème. C'est comme si on était à côté, pratiquement. Ah ouais. Bah, je te remercie de ta réponse, mais je sais aussi que tu vas à peu près presque tous les ans. Ouais, au Pérou. oui, alors ça c'est vrai, oui. Alors bon, ça va faire 2 ans que je n'y suis pas allé. J'espère pouvoir y revenir, bon, on va dire l'an prochain, quoi. On va attendre que les choses se stabilisent un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que bon, c'est encore un petit peu compliqué pour les voyages aussi longs. Donc bon, alors ceci dit, je regardais, juste une petite anecdote, samedi soir, je regardais le prix des vols pour le Pérou avec un départ le 1er juillet. Je suis tombé sur un vol à 540 € aller-retour, Toulouse-Cusco. Bon, voilà. Donc, s'il y en a que ça intéresse, s'ils veulent essayer avant moi, voilà. Non, j'espère y revenir bientôt, oui, effectivement. Mais ça me manque un peu aussi parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas. Et donc, bon, il me tarde de les revoir. Puis l'ambiance péruvienne, c'est particulier. C'est différent de chez nous. Merci Alain de ton intervention. Merci à toi. Est-ce qu'on pourrait parler de votre actualité à tous les deux? Là, on vient de parler de
des momies de Nazca. Votre actualité, c'est quoi en ce moment? Alors, en fait, on a entendu parler, quand on a fait les découvertes des sites de Lacoyavero à partir de 2009, vraiment, c'était des sites qui semblaient nous conduire vers une zone précise dans le nord du département de Cusco. À partir de 2010, des natifs Matsigangas du sanctuaire national de Megantoni nous parlent d'une étrange montagne perdu quelque part dans la forêt. Certains l'appellent Yanaurco, et il nous disait que les ruines que tu cherches, celles de Paititi, sont au sommet de cette montagne. Et on a organisé 5-6 expéditions pour essayer de la localiser. En 2011, dans la campagne de 2011, on a l'impression d'être à quelques kilomètres de la montagne, et c'est alors que j'ai pris contact avec mes amis de Airbus Defence and Space, ex-société Astrium, ex-société Spot Image, qui me sponsorise depuis 1996. Et j'ai demandé à mon ami Isabelle Guidolin s'il pouvait réaliser une image satellite de cette zone avec des coordonnées, etc. Quelle ne fut pas ma grande surprise en juin 2012 quand ils ont pu enfin réaliser une image sans nuages, parce qu'ils avaient essayé en cours d'année, et il y avait toujours un plafond nuageux important. Et sur cette image d'Airbus, aucun nuage, et en plein milieu de cette image, cette montagne carrée extraordinaire, bien mystérieuse, d'1 kilomètre de côté, et quelle n'a pas été… Alors donc, c'était cette montagne que nous décrivaient les natifs. Quelle n'a pas été ma surprise quand, observant cette image de plus près, on a repéré la présence de 2 lacs jumeaux à quelques centaines de mètres à l'ouest de cette montagne. Or, les légendes, les traditions locales nous disent que Paititi aurait été construite près de ces lacs jumeaux, près de lacs jumeaux. Et ce lac carré que beaucoup cherchent depuis 60-70 ans, depuis vraiment des temps très reculés, parce que traditionnellement, le lac Carré est lié à la présence proche de Paititi. La plupart le recherchent dans le parc national du Manu, qui est un parc voisin de Megantoni. Et donc, on avait un ensemble d'éléments vraiment très concrets qui nous disaient qu'ici, non seulement il y a un site archéologique très important parce que les natifs nous le disent, mais il est très probable qu'il s'agisse de Paititi. Donc, on a organisé plusieurs expéditions de terrain, et en 2014, on s'est collé aux narcotrafiquants, et on a eu vraiment beaucoup de chance. Ça aurait pu très mal se terminer. Et on s'est dit, bon, le seul moyen d'atteindre cette montagne, ça sera en utilisant un hélicoptère. Et donc, on a évidemment, comme à chaque fois, présenté des projets de recherche, parce qu'on fait toujours dans un cadre légal, en respectant les protocoles de l'archéologie moderne. On travaille avec des archéologues professionnels inscrits au registre national des archéologues, et on se bat depuis des années auprès des autorités, surtout les autorités du sanctuaire, qui nous mettent pas mal de bâtons dans les roues. On a surtout découvert la présence de 2 mystérieuses coupes d'arbres à l'unique endroit où on peut descendre dans la zone par hélicoptère. Ces coupes d'arbres ressemblent beaucoup à un ancien camp de base et à un ancien héliport, ce qui montre qu'il y a eu des entrées illégales dans cette zone. Et comme par hasard, là où on pense avoir localisé Paititi. Donc, il n'y a pas 2 conclusions possibles. C'est qu'il y a des Wakeros qui vont dans le site pour le piller. Et ça, à partir de dimanche, on va le dénoncer. Et comme on est en période électorale, le 28 juillet, il y a le nouveau président qui doit prendre ses fonctions, et ça va coïncider avec le bicentenaire de l'indépendance du Pérou. On va essayer d'attirer l'attention des nouveaux responsables politiques et de la population pour dire, ici, vous avez un grand site archéologique, c'est la reine des cités perdues sud-américaines, Paititi. Ça peut être
symboliquement, au moment du bicentenaire, ça peut être un très grand événement culturel, la découverte, l'officialisation de la découverte de Paititi. Lorsqu'on a fait le survol, on a vu des indices de la présence d'un grand site archéologique dans cette zone. Et puis, ici, à Cusco, le tourisme s'est effondré. Tu vois, il y a peut-être 2, 3, 4% du tourisme qu'on avait en 2019. On a, avec la découverte de Paititi, avec l'officialisation de la découverte de Paititi, on a une opportunité unique dans l'histoire pour réactiver l'économie touristique totalement sinistrée ici au Pérou et à Cusco. Donc, on a une fenêtre de tir et on essaye vraiment de l'exploiter à fond. Je pense que vraiment l'heure de Paititi est venue et on va dénoncer, alors c'est un peu délicat en parler, mais il y a vraiment on va dénoncer des fonctionnaires qui connaissent la situation, qui ne font rien, c'est du pénal. Et avant de diffuser cette vidéo dans quelques jours, on a déposé des plaintes en pénal contre certains responsables de certaines administrations que je ne nommerai pas pour le moment, mais qui sont très bien nommés dans la vidéo. Voilà ce que je peux. Voilà l'actualité actuelle de l'Institut Akari. Bon, super. Merci beaucoup, Thierry. On sent ta fougue, ta passion. On va en rester là pour ce soir. C'est encore une fois, cette histoire demande encore et encore et encore des analyses, des questions, des réponses qui n'en sont pas. Moi, je suis passionné par cette histoire. Thierry, tu l'es aussi, Alain aussi. On est tous sur le qui-vive. Bon, ben c'est comme ça. On verra l'avenir. L'avenir, en général, l'avenir donne la vérité. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents sur ce direct. On va clôturer pour la partie enregistrée. Je précise que les personnes qui ont la chance d'être présentes en direct vont pouvoir débattre et parler un petit peu en off et en intimité avec Thierry et Alain après l'enregistrement. Nous sommes ravis sur l'association Les Padipati d'avoir reçu Thierry Jamin et Alain Bonnet ce soir en direct pour partager cette information. Thierry, je te remercie énormément. Est-ce que tu as un dernier mot pour nous? C'est moi qui te remercie. C'est toujours un grand plaisir d'intervenir sur les Padipati et de faire connaître les derniers résultats des analyses, notamment en ce qui concerne l'affaire de Nazca. Il y a toujours quelques détracteurs qui, encore une fois, sans savoir, assurent que tout est faux, sans rien vérifier, etc. Et je trouve que c'est bien de temps en temps de remettre un peu les pendules à l'heure. Moi, je n'ai jamais rien affirmé. J'ai juste des convictions personnelles et puis encore, il y a des faits. Les faits parlent d'eux-mêmes et tous les spécialistes qui, eux, sont de vrais spécialistes, sont venus au Pérou étudier les momies, qui les ont étudiées aux quatre coins du monde dans leur laboratoire. Eh bien, eux ont conclu que l'affaire était sûrement authentique. Quand je dis sûrement, c'est évidemment qui ont conclu que l'affaire était authentique. Et donc, voilà, et comme tu le disais tout à l'heure, Eric, la vérité, elle est plus forte que tout. Tu peux aller par-ci, tu peux aller par-là. La vérité, c'est comme la justice. La vérité, elle est elle-même. Et donc, on saura l'affaire si j'étais l'objet, si j'étais un gros pigeon, on le saura. Et la vérité, on la saura forcément. Mais bon, les éléments objectifs que l'on a actuellement ne militent pas dans le sens d'une fraude.
Bien, écoute, Thierry, je te remercie beaucoup pour cette conclusion. On suivra avec attention, bien sûr, tout le suivi de cette affaire, et puis également de ton actualité, la vraie, celle qui te permet de faire vibrer ton cœur, la recherche de Païtiti. Pour le moment, on va s'arrêter là pour cette présentation, cette conférence et cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir suivi en direct cette présentation. Et puis, à bientôt sur les Padipati et sur la chaîne YouTube de les Padipati. À très Merci, bientôt. Eric. Salut les amis. Merci. Bye bye. Excellente soirée. Bye.